Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le Maroc hisse sa coopération avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud à un niveau supérieur. L'ASEAN, qui comprend 10 pays, il s'agit de la troisième puissance économique en Asie. Le Royaume est aujourd'hui le seul pays africain à avoir obtenu le statut de partenaire sectoriel de l'ASEAN, partenariat qui promeut la paix, la stabilité et la sécurité. 6 autres pays jouissent de ce statut, tels que la Suisse, la Norvège, la Turquie, le Pakistan, le Brésil et les Émirats arabes unis. Déjà en 2016, le Maroc avait adhéré au traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN. Pour le Maroc, ce partenariat définit les bases et les perspectives d'une coopération multiforme entre l'ASEAN et le Royaume. On parle d'un partenariat gagnant-gagnant qui répond à la politique de coopération sud-sud que prône le Maroc. Agriculture, sécurité alimentaire, pêche, tourisme, commerce et investissement. Le Royaume se dit prêt à partager son expertise et son expérience avec les autres pays membres de l'ASEAN. Maroc, ASEAN, quels enjeux économiques et politiques? C'est ce dont nous allons discuter ce soir avec Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, quel est l'état des lieux des relations aujourd'hui entre le Maroc et l'ASEAN, justement les pays d'Asie? Alors, les relations, en fait, ils sont en évolution. Bon, parce qu'effectivement, il y a une tradition de relations, notamment commerciales, avec certains pays depuis plusieurs décennies, notamment avec l'Indonésie, avec la Malaisie, etc. Mais le Maroc aujourd'hui entre en relation avec le groupement qui est, comme vous l'avez dit, un des plus grands groupements économiques au niveau de l'Asie parce qu'il est troisième et même au niveau international, il est classé 5e. Il y a un potentiel. Aujourd'hui, les relations, ils évoluent très bien parce qu'ils sont pratiquement passés aux alentours de 270 millions de dollars il y a une quinzaine d'années aujourd'hui à plus de 1 milliard de dollars. Donc, c'est en fait une évolution notable, mais qui reste en deçà du potentiel, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une convergence en termes de priorités économiques, en termes d'avancée sur le plan industriel, en termes de positionnement sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux, notamment sur lesquels le Maroc aujourd'hui pénètre avec force, parce que historiquement et traditionnellement, ces pays de l'Asie étaient positionnés sur tout ce qui est industrie automobile, sur les composants électroniques, etc. Le Maroc aujourd'hui entre avec force sur ces créneaux-là, et ce qui bien sûr présage d'une coopération, notamment avec cette région du monde très dynamique. Une coopération dynamique, donc, désormais le Maroc, mais aussi, comme je le disais en préambule, la Suisse, la Norvège, la Turquie, le Pakistan, le Brésil et les Émirats arabes unis bénéficient de ce statut donc, de partenaire sectoriel. Qu'est-ce que ça veut dire, partenaire sectoriel? Alors bon, tout d'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce statut. Vous l'avez évoqué, il y a 3 pays européens, la Suisse, la Norvège, la Turquie, il y a le Brésil. Et on est le seul pays africain pour le moment. On est le premier et le seul pays africain. Déjà, c'est une considération pour la stabilité aussi bien politique que l'essor économique de notre pays. Et puis, le statut de hub en Afrique. Le Maroc, aujourd'hui, il est reconnu aussi bien par le continent européen, américain que par l'Asie comme présentant un hub d'ouverture sur l'Afrique. Donc ça, c'est en fait un avantage qui est en train de prendre, partant un peu de la position géostratégique, mais également de la stabilité politique et de l'essor économique de notre pays. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est en fait un partenariat de dialogue sectoriel, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'identifier des secteurs porteurs pour la coopération et de creuser et justement de développer secteur par secteur quelles sont les possibilités de partenariat stratégique. Et comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de secteurs déjà qui présagent à travers justement ce partenariat, donc notamment autour de l'agriculture, l'agriculture aussi bien dans sa dimension agriculture mais également sécurité alimentaire, et bien sûr il y a tout ce qui est pêche. On connaît un peu en fait l'expérience et l'expertise de ces pays dans le domaine de la pêche. Il y a également tout ce qui est protection maritime, ou la lutte contre la pollution maritime. Là également, ces pays-là ont une très grande
expertise. Et bien sûr, il y a le tourisme. Et vous savez que c'est une région qui a une très grande expérience dans le domaine du tourisme. Le Maroc, bien sûr, aspire tout d'abord à attirer des touristes de cette région, mais également à profiter de son expérience et son expertise. Et bien sûr, il y a l'investissement, les EDE. Il faut dire que cette région-là est une des régions les plus compétitives aujourd'hui en termes d'attractivité des investissements directs étrangers. On estime aux alentours de 175 milliards de dollars d'investissement entre 2021 et 2022, ce qui place cette région parmi, tout d'abord, les plus attractives, mais également les plus compétitives au niveau des classements, qui sont des classements internationaux en termes d'attractivité et en termes de compétitivité. Le Singapour, par exemple, est classé 3e au niveau mondial. Et les autres pays, ils sont dans les top 50. L'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, ils sont dans le top 50 en termes de compétitivité économique. Et donc, ce qui fait que, je dirais, ça tombe en fait à pic par rapport à cette en fait, réorientation stratégique qui est en train d'être donnée à notre économie, sous la conduite de Sa Majesté. Vous savez qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est tout d'abord de renforcer notre positionnement sur les métiers mondiaux, notamment tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est électronique, tout ce qui est automobile, mais également d'aller en force sur les secteurs nouveaux comme les industries en fait, liées à l'énergie renouvelable, comme les dessalements de l'eau, comme la lutte contre la pollution et le développement durable. Donc, c'est des secteurs. Il y a aussi cette approche de partenariat gagnant-gagnant. Comment justement ce partenariat peut être mutuellement bénéfique pour les deux régions? En fait, il y a deux choses. Il y a tout d'abord le partenariat sud-sud et gagnant-gagnant. Ça, c'est très important. Absolument. Ce sont en fait les orientations de Sa Majesté. C'est que dorénavant, en fait, le Maroc place comme priorité le renforcement des relations avec le Sud. Le Sud, bien sûr, il y a l'Afrique, mais également il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine. Ce sont des régions qui ont un potentiel en termes de croissance parce que les taux de croissance les plus élevés dans le monde sont réalisés dans ces régions, dans lesquelles il y a une dynamique humaine, il y a une croissance démographique, il y a également des nouvelles orientations économiques et stratégiques qui cadrent avec les orientations du Maroc. Donc ça, c'est le volet sud-sud. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'assistance. Et ça, pas seulement avec cette région. Le Maroc aujourd'hui, quels que soient ses partenaires, dorénavant, c'est des relations gagnant-gagnant. C'est d'égal à égal. Il s'agit de partenariat et non pas d'assistance. Et donc, dès le départ, avec cette région, on traite égal à égal. Il devrait gagner en fait de nos ressources, de notre potentialité, de notre expérience, parce que le Maroc aujourd'hui est reconnu comme ayant une expertise dans plusieurs domaines, mais également le Maroc devrait gagner de cette région en termes d'expérience, en termes d'expertise, en termes d'investissement, en termes d'échanges commerciaux, en termes de tourisme, etc. Et justement, quelles opportunités cela pourrait-il ouvrir pour le Maroc quand on parle de commerce et de commerce de libre-échange, justement, avec cette zone? Alors, les opportunités, bien sûr, il y a tout ce qui est joint venture. On peut monter des investissements communs, d'autant plus que nous sommes du secteur qui intéresse les deux parties. Aujourd'hui, le Maroc, il est sur des secteurs sur lesquels cette région est très présente. Je parle, il y a bien sûr l'agriculture, mais il y a également tout ce qui est les industries créatrices de valeur. On a évoqué l'aéronautique, l'automobile, mais également tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est développement durable. Donc, sur ce plan-là, on peut développer des projets en commun. Également, on peut aller vers une complémentarité de manière à ce que, en fait, au niveau des échanges, qu'on puisse échanger davantage en évitant peut-être d'aller sur les mêmes créneaux, d'être dans la complémentarité et dans l'échange et dans la coopération. D'accord. Là également, c'est un potentiel qui permettrait aux deux parties de gagner de cette ouverture. Il y a également le fait que le Maroc, aujourd'hui, à travers ce qu'il est en train de faire en termes d'infrastructures, par exemple, si on pense au port atlantique de Dakhla, à tout ce qui est infrastructure qui est en train d'être mise en place, les zones logistiques, etc., il peut être un hub pour encourager ces régions à investir dans le Maroc dans la perspective de développer leurs relations avec le reste de l'Afrique. Là également, le Maroc pourrait gagner en attirant des investissements et bien sûr l'ASEAN peut gagner en se voyant ouvrir des perspectives, notamment de plus de présence sur l'Afrique
On sait que l'Afrique aujourd'hui, elle est convoitée par les différents blocs économiques, aussi bien au niveau de l'Europe, de l'Amérique, mais également au niveau de l'Asie. Et cette région-là, elle est tellement dynamique, elle connaît un taux de croissance élevé, qu'il aspire justement, à travers ce partenariat avec le Maroc, s'ouvrir d'autres perspectives. Et donc, dans ce cas-là, les deux parties pourraient être largement gagnantes de ce partenariat. Ouvrir donc de nouvelles perspectives. Il y a le modèle de développement asiatique qui est connu pour son succès. Est-ce que vous pensez que ce modèle peut être transposable peut-être en Afrique ou dans certains pays africains? Alors, il est transposable, bien sûr. Il y a la dimension culturelle, historique, qui est propre à chaque région. On ne peut pas transposer d'une manière systématique et mécanique un modèle d'une région à une autre. Mais on peut s'en inspirer, on peut en tirer des pans qui pourraient, bien sûr, être une source d'élan et d'initiatives porteuses pour notre région, pour notre pays. Par exemple, l'intérêt accordé au capital humain. Au capital humain, on sait que ces régions-là ont beaucoup donné d'importance à tout ce qui est formation, à tout ce qui est éducation. Et là, c'est ce qui est en train d'être fait au Maroc, mais également dans les pays africains. Ils gagneraient davantage en accordant plus de considération à la formation et à l'éducation. Donc, sur ce plan-là, le modèle peut être transposable. Il peut également être transposable en ce qui concerne les niches d'excellence et aller vers des niches aussi bien en termes, je dirais, d'opportunités commerciales, mais également qui sont porteuses pour l'avenir. Et c'est ce qui est en train d'être fait au Maroc et ça ne va pas tarder à être fait dans des autres pays africains. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, tout ce qui est énergie renouvelable. Vous savez qu'à un certain moment, le Maroc dépendait pratiquement à 98% de l'énergie fossile. Aujourd'hui, on est, par exemple, au niveau du mix électrique, on est en train de passer à 52% comme objectif à l'horizon 2030. Donc, ces orientations qui sont déjà prises par ces pays-là pourraient être inspirantes pour le Maroc, mais également pour l'Afrique. Donc, c'est une région qui est connue par le sens du civisme, par la citoyenneté, par l'intérêt à la considération humaine et à l'éducation. Et donc, je dirais, sur le plan humain, il y a même, je dirais, une similitude entre la culture de ces pays-là, notamment des pays comme l'Indonésie, comme la Malaisie. D'ailleurs, il y a même une coopération culturelle. D'ailleurs, l'éducation figure parmi les secteurs prioritaires. Également, il y a la dimension religieuse. On sait que, par exemple, la Fondation Mohammed VI, la formation des imams a une collaboration avec Jakarta, avec l'Indonésie depuis des années. Donc, le Maroc, il a également une stature spirituelle, Sa Majesté et Amir al-Mouminin. Et on sait que dans ces pays-là, l'essentiel de la population est musulmane. Si on voit le pays le plus peuplé, qui est l'Indonésie, c'est une population musulmane, la Malaisie également. Et donc également, cette dimension-là, culturelle, spirituelle, va entrer en force dans le renforcement, le raffermissement de ces relations. Je le disais en début d'entretien, ce partenariat va également contribuer à la paix et à la stabilité de la région. Quel rôle peut jouer le Maroc dans ce sens ? Alors, en fait, il faut dire que le fondement même de ce groupement, initialement, lorsqu'il a été créé en 1967, l'objectif, au-delà d'être économique, parce que l'économie qui est venue après, c'était essentiellement cette dimension-là. C'est la sécurité, c'est la paix, c'est le développement en commun, etc. Et donc, le fait de se rapprocher du Maroc, qui est connu comme un pays qui joue un rôle de stabilisateur au niveau de la région et qui est une plaque tournante pour garantir la sécurité et qui est reconnue au niveau international, en fait, ne peut être qu'un des volets de coopération entre cette région et le Maroc. Autant cette région aspire et elle travaille pour préserver la paix, la sécurité, le vivre en commun, autant c'est le rôle que joue le Maroc. Et bien sûr, il y a des échanges d'expériences, il y a des échanges d'idées, il y a des échanges de pratiques qui devraient se développer. Et ça, c'est une manière encore de reconnaître un peu le leadership royal, le leadership du Maroc dans la région sur ces dimensions qui sont des dimensions au-delà de l'économie, qui sont les valeurs, qui sont, je dirais, les fondements d'État bien assis. Le Maroc a plus de 12 siècles en fait d'État organisé
et qui veille sur ses valeurs et ses dimensions sécuritaires et stabilitaires. Et donc, bien sûr, ces régions ne peuvent être que inspirées par tout ce qui se fait par le Maroc, notamment dans la région nord-africaine et dans l'Afrique d'une manière générale. Et justement, au niveau géopolitique, est-ce que ce partenariat change quelque chose ? Alors, bien sûr, ça va permettre, d'ailleurs, il y a des appuis dans cette région de la question de l'intégrité territoriale du Maroc qui se développe. Et puis, bien sûr, ça va permettre de renforcer les relations. Et en renforçant les relations, bien sûr, on peut aller vers un développement, notamment au niveau du soutien de la cause nationale, au niveau peut-être, on aspire à ce qu'il y ait davantage des pays qui investissent dans les régions du sud du Maroc. On a vu le cas d'Israël qui envisage de créer un consulat dans la ville de Dakhla et qui sera certainement avec un impact économique, étant donné également la dynamique économique de ces pays-là. On espère que, d'autant plus que les champs sur lesquels ils voudraient coopérer avec le Maroc, notamment tout ce qui est développement durable, tout ce qui est pollution maritime, tout ce qui est agriculture, nos régions du sud, du Sahara marocain, sont des régions qui regorgent de potentialités d'investissement. L'idée, c'est qu'ils puissent investir, mais également qu'ils puissent être inspirantes parce que, en fait, au-delà de la relation entre Maroc et l'ASEAN également est partenaire à différents niveaux. On a vu les 6 pays, mais également et les partenaires d'autres blocs économiques en Asie, et en Amérique et en Europe. Et donc tout cela va permettre au Maroc tout d'abord de diversifier ses partenaires, et ça c'est une vocation du Maroc aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dépendre d'une ou deux régions, il s'agit de développer ses partenaires avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Europe. Et donc le Maroc est un pays ouvert sur l'international et veille sur son équilibre, sur sa souveraineté. Donc ça c'est très, très, très important pour le Maroc, dans cette diversité. Un Maroc donc qui diversifie ses partenaires, et donc des rapports de force qui changent également. Quelles seront les nouvelles forces en jeu selon vous d'ici les prochaines années qui viennent? Les forces en jeu, tout d'abord, le Maroc aujourd'hui, il a une place centrale au niveau de la dynamique de regroupement en Afrique. Vous savez que l'Afrique a un très grand problème, c'est l'intégration notamment économique. Il y a des sous-régions, des zones économiques ou des groupements économiques, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer pour créer une véritable intégration économique de l'Afrique. Le Maroc, notamment, le fait aujourd'hui d'être membre, en fait partenaire sectoriel de l'ASEAN, il peut être porteur de la parole de l'Afrique, notamment à travers des zones auxquelles il appartient aujourd'hui. Il est en train d'appartenir, le CEDEAO, mais également la ZLECA. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les autres pays suivent le chemin du Maroc et renforcent les regroupements, justement, économiques, de manière à ce qu'ils constituent des forces de négociation avec des groupements très forts comme l'ASEAN et comme d'autres groupements. Et donc, les enjeux, ils sont à ce niveau-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la souveraineté, il ne s'agit pas de la souveraineté prise isolément pays par pays. La souveraineté, il se fait sur la base d'une dynamique régionale. Et la force de l'avenir du Maroc, mais également de l'Afrique, c'est qu'ils puissent travailler ensemble pour justement aller pouvoir être traités égal à égal avec les autres groupements. Et le Maroc joue un leadership à ce niveau-là. Ce qu'il faudrait, c'est que les autres pays adhèrent avec le Maroc dans cette dynamique. Ils comprennent la philosophie de Sa Majesté et comment est-ce que Sa Majesté, en appelant justement à ce renforcement des relations interafricaines, c'est pour donner à l'Afrique un élan qui va lui permettre d'avancer ensemble et non pas d'avancer chacun pour soi. Et on ne peut pas avancer chacun pour soi parce que devant nous, nous avons des groupements très forts. Nous avons l'Union européenne, nous avons la zone de l'Amérique du Nord avec le Mexique, nous avons la zone avec le Japon et les pays voisinants, nous avons l'ASEAN. Et tout cela, on ne peut pas faire face à ces grands groupements si en fait, on ne se regroupe pas comme une force africaine. Et c'est ça le message de Sa Majesté. Et aujourd'hui, le fait que le Maroc soit le premier à être partenaire à ce stade au niveau de l'ASEAN, c'est un message adressé aux autres pays pour qu'ils embarquent cette dynamique. Et tout ça, c'est dans l'intérêt de l'Afrique, bien sûr. Donc un pas en avant pour devenir une Afrique unie et donc une force continentale. Donc, et pour arriver à une véritable intégration économique pour l'Afrique. Merci à vous, Monsieur Komat. On arrive déjà au terme de cet entretien.
On retiendra tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Donc, Merci, Madame Kounechi. À la prochaine. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Casablanca. Merci à vous et à la prochaine. C'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.